Salut à tout le monde et bienvenue. Nous allons poursuivre avec vous dans l'analyse de ce roman, Le dernier jour d'un condamné, le roman à thèse de Victor Hugo. La deuxième partie qui commence par le mot conciergerie. Un petit mot en ce qui concerne la situation du passage. Pour ce passage-là, le narrateur se retrouve à la conciergerie. Donc, pour situer le passage, ça c'est facile. On va dire que le narrateur était. Ce passage est tiré, bien sûr, du roman à thèse de Victor Hugo et se situe juste après le transfert de narrateur de Bicêtre à la conciergerie, alors que le narrateur se trouve à la conciergerie et il ne reste pour lui que quelques heures à passer. Il va nous parler de ses dernières pensées. Alors, on va passer bien sûr à voir chapitre 22. Chapitre 22. Dans ce chapitre, le narrateur ne parle de son transfert de Bicêtre à la conciergerie. Il nous raconte le voyage et sa discussion avec le prêtre qui présente ses consolations et aussi avec sa discussion avec l'huissier de la justice, avec ses gestes bizarres et sa futilité. Le narrateur ne parle bien sûr de ce qui se passe pour l'huissier de la justice au long de ce voyage. Il a perdu son tabac alors qu'il se met en colère. Il ne montre aucun sentiment de pitié et de compassion envers le narrateur. Dans ce voyage-là, le narrateur se montre un peu bavard et il paraît très pensif, plus pensif. Le narrateur nous a parlé aussi de la foule qui se rassemble dès le matin pour ne pas rater le spectacle de l'exécution. Et on a dit que l'exécution a été comme un spectacle. Les hommes, les femmes, les enfants vont à la place de la grève pour voir le spectacle de l'exécution. À 8h30, la carriole est déjà devant la cour royale de Paris. Chapitre 23. Le narrateur se trouve au palais de la justice, et notamment dans un cabinet, à côté du directeur. Alors, par une rapidité d'éclair, un autre condamné se trouve à côté de lui. C'est un malfrat à une figure inepte et aux éclats de rire bizarre, à l'âge de 55 ans. C'est lui qui va remplacer le narrateur à Bicêtre en attendant son, en attendant son exécution. Ça veut dire ce malfart, ce condamné, il va remplacer le narrateur et après 6 semaines, bien sûr, il va avoir l'exécution. Ce condamné-là, bien sûr, qui a fait un petit peu de surprise et d'étonnement pour le narrateur, il va raconter son histoire. Et son histoire, c'était le fils d'un condamné à mort. Ça veut dire son père a été mort par, bien sûr, par la pendaison, par une exécution.
Il va dire au narrateur son parcours, sa vie et son casier judiciaire qui est plein, bien sûr, de crimes. Depuis l'âge de l'enfance, ce condamné-là a fait des actes criminels dangereux envers la société, alors que la société n'a pas pris en considération, bien sûr, sa situation et ses souffrances et ses problèmes. Il prend à la fin de ce chapitre-là, ce condamné va prendre la redingote du narrateur en lui donnant sa veste déchirée. On vous rappelle que dans ce chapitre-là, on a le langage familier, on a beaucoup de mots de l'argot. Donc, on va revenir, Inch'Allah, pour bien expliquer ce chapitre-là un petit peu difficile. Chapitre 24. Dans ce chapitre-là, qui est un petit peu court, le narrateur se met en colère. Se met en colère ou bien il est furieux. Pourquoi? Parce qu'il a bien sûr un regret. Il avait un regret d'avoir échangé avec le frioche qui le condamne, l'autre condamné, sa redingote. Chapitre 25. Le narrateur toujours se trouve à la conciergerie. Il y a le transfert du narrateur à une autre cellule. Le narrateur a demandé quelques moyens comme une table, une chaise, un lit et les moyens pour écrire. Et bien sûr, aux yeux d'un gendarme qui se place pour la surveillance. Lorsque le narrateur a demandé ces choses-là, comme ce gendarme-là a dit à quoi bon ces choses-là, à quoi bon un lit, puisque cet homme, ce condamné, va mourir en quelques heures. Chapitre 26. Ce chapitre est parmi les chapitres les plus marquants de ce roman, qui commençait par un indicateur temporel, 10 heures, alors qu'il ne reste que 6 heures pour l'exécution, qui sera à 4 heures. Le narrateur a appelé sa fille en disant ce qu'ils vont faire de lui. Il a exprimé ses douleurs et ses angoisses et son amertume. Le narrateur a évoqué également ses souvenirs avec sa belle petite Marie, cette fille qui va rester son père sans attendrissement, et elle sera malmenée, repoussée à cause de lui qu'elle aime tant et par les tendresses de son cœur. Ce chapitre-là aussi, à travers ce chapitre-là, le narrateur a adressé un message à ceux qui condamnent. Il ne faut pas tuer le père d'une petite fille de 3 ans. Ce passage est marqué par la tonalité pathétique. On va, Inch'Allah, consacrer une séance pour les tonalités ou bien les registres littéraires. À très bientôt. Chapitre 27. Le condamné pense avec horreur, avec peur, avec panique à la guillotine. La guillotine, c'est le moyen de l'exécution inventé par un médecin qui s'appelle Guillotin. Il ne peut même écrire ou prononcer son nom, alors que le narrateur est plongé dans un tourbillon de peur et de terreur. Il imagine que son exécution sera atroce. Chapitre 28. Dans ce chapitre-là, le narrateur a fait un flashback
et il se rappelle qu'il a déjà assisté à une scène d'exécution. Ça veut dire qu'il a déjà eu l'occasion de voir une exécution. Alors, il a détourné sa tête. Mais cette fois-ci, il ne peut pas détourner sa tête. Pourquoi? Parce que c'est lui le sujet de l'exécution. Le chapitre 29. Dans ce chapitre, le narrateur se révolte contre la peine de mort. Il espère la grâce qui ne vient pas. Il préfère les galères, même à perpétuité et avec le feu rouge. 5 ans, 20 ans, les travaux forcés, pas de problème. Mais quand même, il va rester vivant.